prêt? 2 secondes. On est prêt. Je vais aller chercher Pierre, il est pas là. Ben oui. Je sais pas, il est allé où. T'es pas là, Pierre? Ça va? Parler avec Justin. Ça va être un peu moins ghetto, hein? On a fait quelque chose d'un peu plus propre. Ok, ouais. C'est acceptable, là? Faites ce que vous voulez. Non, mais tu dis ça à cause qu'on est venu chez toi puis qu'on a C'est ça. violé ton intimité. De toute façon, le père est fait. Faites ce que vous voulez, là. Rendu là. Donc, tu veux-tu faire l'intro? Je vais te laisser le faire. Ok, c'est bon, prochaine fois. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 8, épisode 4, partie 2, dans la caverne d'Ali Baba, aka Zendar, aka P7. La légende, l'historien du jeu. On est là pour un deuxième épisode dans la caverne d'Ali Baba. Bien entendu, vous le savez, aujourd'hui on va parler de jeux français. Je suis là aussi, moi. Allô, Simon! Je suis Simon, je suis en compagnie de GF! Yes! GF! Salut, salut! Montre ton beau visage radieux. Oh, Hello, oui. hello! Alors, comme vous savez, on est aussi en vidéo disponible sur YouTube. Habituellement, on fait pas de vidéo. C'est pas notre truc, la vidéo, mais on s'amuse, hein? On fait ça pour le plaisir, puis on est dans la caverne, on pouvait pas filmer tout ça, là. Ça, c'est... Je pense que ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est au profit de tous les gamers québécois. C'est important pour eux de voir cette collection-là, d'apprécier la collection de Pierre. Et sérieusement, je veux pas sembler superficiel, mais ça me rend assez triste d'avoir cette coupe de cheveux sur la vidéo. Je vais regarder ça dans un certain nombre de temps. Je vais dire, hey, on était là, c'était épique. Tu sais, on a parlé de... Mais j'avais une coupe de merde. Écoutez le balado, c'est ça que ça veut dire. Écoutez ça en audio, c'est parfait. On fait une description. Ses cheveux sont bien corrects en audio. Nickel des choses qui vont se passer aujourd'hui. Donc, aura bien chargé. On va parler de la collection. On va parler d'un peu comment tu as monté cette collection, Pierre. La dernière fois, on a commencé en parlant de Full Metal Planet, qui était le dernier jeu que tu as acheté. Oui. Et là, aujourd'hui, on va commencer en parlant de Charlotte Web. Oui. Charlotte's Web, c'est pas grand-chose, mais c'est un jeu qui a une très grande valeur pour moi. Bon, il y en a qui connaissent en fait déjà le titre Charlotte's Web. C'est pas le titre d'un jeu, avant tout, c'est le titre d'une histoire américaine qui a été faite en film. Il y a déjà, je dirais... Ça doit bien faire un bon 10 ans que le film Charlotte's Web a été fait. Ça a pas été un succès. Mais le dessin animé de Charlotte's Web, lui, il date d'il y a au moins 40 ans. Alors oui, ça vous dit mon âge. Et ce jeu-là est littéralement le premier jeu de société que j'ai reçu à l'âge de 4 ans par ma mère. Et j'étais déjà, comme je l'ai dit à l'épisode précédent, initié aux jeux de société à 4 ans à cause de mon frère aîné de 10 ans. Et qui m'avait initié quand même aux jeux de société avec des choses aussi sérieuses que les échecs et les dames chinoises alors que j'avais 2 ans et 3 ans. Donc j'avais la piqûre. Et à 4 ans, ma mère a dit, bon ben, puisque tu es tellement intéressé à avoir des jeux, on va t'en acheter un. Et c'est ce jeu-là que j'ai eu parce que ma mère avait remarqué à quel point j'avais été hypnotisé par ce dessin animé-là quelques semaines auparavant.
qui avait passé à la télé. L'histoire d'un petit cochon, dans le fond, qui est tout mignon, et puis que tout le monde admire parce qu'il est bien beau. Mais, à un moment donné, c'est le gros dilemme. Le cochon est sur une ferme. Est-ce qu'on le tue pour le manger ou est-ce qu'on le garde parce qu'il est bien beau? Mais le film, est-ce que c'est Babe, un cochon dans la ville? C'est pas Babe, un Ça cochon dans la ressemble à ville. ça, en tout cas. Effectivement, ça ressemble à La Babe. foire forêt. Mais, C'est pareil. c'est vrai que Babe ressemble beaucoup, mais Babe probablement aurait... je sais pas si Babe a plagié. Je penserais pas, parce que le cochon, en fait, dans ce film-là, on focus beaucoup sur sa relation qu'il développe avec une araignée qui s'appelle Charlotte, qui tisse ses toiles dans le cadre de porte de la grange où le cochon vit. Et l'araignée lui apprend plein de leçons de vie. Et le cochon, bien sûr, devient très attaché à l'araignée à cause de ça. Et l'araignée, elle est très attachante aussi. Et qu'est-ce que c'est le jeu de Charlotte's Web? C'est un jeu pour 4 ans. Alors, allez pas vous imaginer qu'on a un jeu bien élaboré. Je pensais qu'il allait avoir une twist, là, que c'était un truc vraiment fou. Là, puis... C'est un jeu de parcours, c'est une petite course avec un dé et des pions. Et vous voyez que le jeu a de l'âge parce que le jeu, j'ai perdu des pions dedans. Et ça, c'est la copie originale que tu avais. la copie originale, et il n'y a pas de dés, c'est un aiguille, parce qu'il y a eu une époque où les jeux américains associaient les dés à quelque chose de satanique. Ah, Parce qu'on Ah, associait ouais. oui, parce que les dés s'associaient à quelque chose qui était les jeux les jeux de hasard. de hasard et de gageux. On gageait de l'argent avec les dés. Alors, il fallait certainement pas inciter les enfants à s'intéresser à parier avec des dés. Alors, c'est là qu'on a commencé à être obsédé à faire des aiguilles et des tourne chiffres. pas. Des aiguilles qui tournent pas, effectivement. Ah, tourne assez pour faire du hasard. Là. C'est ça. Et ça donnait le nombre qu'on avançait. On avançait de 1 à 4 cases et on avançait sur des cases sur lesquelles étaient écrites des choses. Mais à 4 ans, évidemment, je n'avais pas la lecture de développer tellement bien. Alors, ma mère m'a initié littéralement à l'iconographie euro avant de connaître les jeux euro. Mais oui, on voit, il y a des petites traces, avance de 2. Voilà, donc les petites traces qu'on voit, des chiffres et des flèches, Recul ma mère, de ma mère les a dessinées sur les cases pour indiquer qu'est-ce qui se passait sur la case. Et C'était pas là déjà. Là. c'était pas là maman qui a déjà, fait c'est ça. vraiment qu'ils les ont rajoutés pour dire que je reculais de 10 cases quand j'arrivais sur une case où j'avançais. Quand il y avait un X, c'était passé un tour. Alors, c'était comme ça que j'ai appris ma première iconographie de société. Et puis, c'est tout simplement ça, Charlotte's Web. C'est pas du tout révolutionnaire comme jeu, mais c'est quand même le premier. C'est le premier jeu de ta collection, en fait. Oui, la boîte est très usée et c'est parce que j'ai joué beaucoup avec et je l'ai transporté partout où est-ce que je l'ai. Et puis, c'est le seul jeu de mon enfance que j'ai gardé. Et à quel point parce qu'une collection comme ça, on s'entend, ça se bâtit pas sur quelques années. Là. Ça se bâtit sur une vie pratiquement complète. À quel point les jeux... La dernière fois, on a vu des jeux qui étaient un peu plus... pas dire des jeux d'abrutis, là, mais... Hey, voyons donc, Simon. C'est quoi ça? mais à quel point il y a les jeux qui sont dans cette collection, tu as un sentiment d'appartenance envers ce jeu-là, une émotion précise avec le jeu. Je te dirais que c'est un point suffisamment grand pour ne pas m'en être débarrassé avec le temps. Parce qu'on voit ça souvent sur Internet, c'est même normal de voir ça. Des gens qui achètent des jeux, ils sont tous excités, ils nous montrent ce qu'ils viennent d'acheter. 3 mois plus tard, il est à vendre. Ah ben moi, ils ont déjà la photo pour le vendre, là, parce qu'ils l'ont mis sur Facebook pour nous le montrer. Fait que maintenant, tu peux juste le revendre avec la même photo. C'est ça. Même... Exactement. Donc, c'est acheter pour revendre pas longtemps après, en tant que tel, je vois pas où est l'attachement à un jeu là-dedans. C'est plus un attachement à la consommation que d'autres choses. Mais là, en plus, dans une collection comme ça m'amène plein de questions rapides. À un certain point, il faut quand même que tu fasses une certaine rotation dans ta collection. J'imagine, tu peux pas le garder à l'infini. J'imagine, des fois, t'en échanges, des fois, t'en vends. Est-ce qu'il y a quand même cette gestion-là? Parce qu'une collection comme ça, tu peux pas juste la laisser attendre comme ça, là. Non, effectivement. Et c'est l'éternel dilemme. Est-ce que t'arrêtes Si j'arrête de faire grossir la collection, oui. de la maintenir? Oui, c'est clair. J'achète tellement rarement des jeux maintenant qu'on parlait la dernière mission que j'avais acheté Full Metal Planet dernièrement. Hier.
hier. Full Metal Planet, avant ça, avant de l'acheter, je te dirais que ça remontait mon dernier achat à 2019 en juin, donc l'année passée, au moment où on se parle. Ça faisait donc plus que 1 an que j'avais acheté des jeux. Et j'avais juste acheté un jeu, un tout petit jeu à ce moment-là, quand j'avais fait un achat à cette époque-là. Donc, j'achète pas beaucoup de jeux, non, maintenant, parce que vient un temps où tu réalises que ça prend de la place. Vous le voyez, là, on est dans une pièce pleine de jeux. J'ai vraiment pas envie d'avoir une maison pleine de jeux, comme Sid Saxon avait. Et deuxièmement, on vient aussi à réfléchir sur à quel point ces jeux-là vont s'ouvrir pour le temps qui vous reste dans votre vie. Parce qu'il y a un temps, à un moment donné. Bien, t'es pas si vieux quand même. Non, je pense que je suis rendu à un âge où on commence à réfléchir sur le temps qui reste à vivre, puis qu'est-ce qu'on veut faire pour le reste de cette vie-là. Et puis, si on commence à acheter des jeux à l'aveuglette, puis on n'arrête pas, on va finir par se dire, on va finir par acheter des choses qu'on réalise pas qu'on jouera jamais. Donc, vaut mieux contrôler ses achats, puis s'assurer que lorsqu'on va l'acheter, c'est parce qu'on va avoir fait un investissement. Ben, tu parles de ça, puis c'est beau, en fait, hein, c'est un beau moment, sérieusement. C'est. Bande de consommateurs abusifs. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Mettez ça dans votre pipe. Mais qu'est-ce qui fait maintenant que tu ajoutes encore des jeux dans ta collection? Non. Excusez-moi, c'est à cause que c'était drôle parce que Pierre, en tout cas, il t'est arrivé quelque chose de drôle. On ne peut pas reparler. Désolé, on pourra pas couper ça parce que j'ai aucun moyen de prendre des notes, savoir on est à quel temps dans la vidéo, fait que ça ne sera pas coupé, ok? Ben, c'est ça, l'art de spontanéité quand tu arrives chez quelqu'un. C'est ça, on est live, là. Imaginez qu'on est live. On est live! On est live. Donc, c'est ça, je me questionnais sur qu'est-ce qui fait que maintenant, tu te dis, ok, ce jeu-là, quand t'en as une grosse collection qui est quand même, on va dire curated, là, je sais pas ce serait quoi le terme vraiment... Curated, tu veux dire... Tu sais, qui a vraiment été choisi à la main, là, chaque pièce qui est là pour une raison, sélectionnée vraiment avec soin. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait là, que tu en obtiens des nouvelles? Parce qu'on s'entend, tu nous as dit, ton dernier achat, c'est Full Metal Planet avec l'extension. Oui. C'est pas le genre de truc que tu trouves par hasard, puis t'es comme, tiens, je vais faire un petit achat de même. C'est quelque chose qui quand même, qui doit s'être provoqué, là, malgré tout. Là. Ouais, c'est vous autres. Ok, donc là t'avais la pression. Mais là, si JF avait pas vu ce jeu-là dans ta bibliothèque, qu'est-ce que t'aurais fait? Il aurait été triste. Ouais, les gars, j'avais acheté Full Metal Planet. On n'en a même pas parlé. Non, il y a absolument rien de tout ça qui était motivé pour l'achat de Full Metal Planet. La Full Metal Planet, c'est un achat qui est tellement dû. Écoutez, je pense que je voulais avoir Full Metal Planet quand j'ai commencé à en entendre parler. J'ai commencé à en parler de Full Metal Planet. En fait, j'ai vu Full Metal Planet sur les étagères du Valet de Cœur, je me souviens très bien quand j'étais ado. Okay. Puis je me souviens très bien que je regardais la boîte puis je trouvais que le titre était tellement ridicule. Parce que je voyais tout de suite la référence au film Full Metal Jacket. Puis je me disais, bon Dieu, mais ça a l'air tellement pas sérieux comme jeu que j'ai juste remis la boîte là, sans savoir que ça allait devenir culte. Que 10 ans, 20 ans plus tard, ça allait devenir un jeu culte que tout le monde voulait avoir. Fait que là, quand j'ai su ça, je me suis mordu les doigts, évidemment. Puis c'est là que j'ai voulu vraiment l'avoir. Ça, c'est une belle anecdote de collectionneur, par exemple. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est... Parce que c'est ça, la collection, les gens, souvent, ils confondent je veux plein de jeux et avoir une collection. Il y a quelque chose, quand on se retrouve ici, on le sent, que c'est pas juste comme t'es allé dans un magasin de jeux, t'as acheté plein de jeux, ouais. T'en as tradé la moitié, puis il en reste un peu de ça. On sent que c'est pas ça. C'est sûr que t'as eu tes moments sûrement où t'en achetais plus. Ça, c'est clair. Bon, je pense que c'est très cool, puis on va... moi, j'aime bien vanter cette collection. Là. Ben oui, surtout qu'il nous l'a fait partager comme ça. Ben c'est ça, exact. On est là sans même lui demander si on s'est pointé, sans y dire. Ben merci de nous accueillir, Pierre. Encore une fois, vous êtes imposé. Ah oui, c'est vrai. Ben non, mais d'avoir accepté malgré tout là, qu'on soit là. C'est sûr que tu n'avais pas de linge de rechange. Ça fait 2 jours de suite que tu portes le même. Mais. Toi aussi, on dirait.
Ouais, t'es chaud, même allongé un peu. Oh non, ouais, là j'ai oublié mon élastique à cheveux. Ok, je me fais couper les cheveux pour le 3e épisode, c'est bon? Donc, sans plus tarder, là, on va se lancer dans le cœur de cette collection, encore une fois, même type d'activité. Yes. On va nommer des jeux, on va voir, et bon... De quoi on parle aujourd'hui, là, Simon? Aujourd'hui, on va parler, on a parlé un peu la dernière fois, des jeux français. Ouais, on s'est fait spoiler la moitié. On s'est fait spoiler la moitié. Pierre a parlé de plein de jeux français qu'on n'était pas supposé de parler. Fait que ça rend ça un peu décousu. Mais c'est pas grave, on va quand même parler des jeux français. Et là, Pierre, j'aimerais ça que tu nous parles un peu des jeux français. On parle souvent des jeux euro, des jeux américains, mais au même moment, il y avait déjà les jeux français qui commençaient à se développer. Il y avait des auteurs, on pense à Full Metal Jacket, bon, c'est peut-être un peu plus tard que ces mouvements, mais on n'est pas loin de ce moment aussi. Et maintenant, on voit, bon, le monde français est très développé dans les jeux. Souvent, on en parle un peu moins, ou c'est un peu, on n'a pas la même vision, comme si c'était aussi emblématique que les jeux euro, allemands, et les jeux américains. Effectivement. Bon, moi j'avais raison. Ta question était pas claire. La question, il y avait une question, Pas sûr. Je me disais, je m'emportais, je parlais, désolé. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder quelques jeux français dans la collection. On va essayer de voir qu'est-ce qui peut être plus emblématique que d'autres. Ouais. Full Metal Planet, on en a parlé au dernier épisode, là, Mhm. donc très cool, jeu très emblématique. Il y a un auteur dont tu nous as parlé, puis tu as quand même plusieurs jeux, c'est Laurent Escoffier. Laurent Escoffier est un type qui est souvent passé dans l'ombre parce que ces jeux ne sont pas forcément des formules gagnantes, mais c'est clairement des formules qui sortent des sentiers battus. On parle souvent de Roberto Fraga lorsqu'on parle des auteurs en France qui vont faire des jeux qui vont vraiment sortir de l'ordinaire. Ouais. Mais Laurent Escoffier en est un autre. Et j'ai quelques jeux de Laurent Escoffier vraiment qui montrent à quel point ça sort des sentiers battus. Ben, le plus connu probablement. Ah, le C'est, plus récent aussi, Le sûrement. plus récent. Ben non, en fait, il y en a fait Il d'autres. y en a fait d'autres depuis? Ah Oui. ouais, ok. Mais c'est vraiment le plus connu. Il y a une version aussi qui s'appelle Doodle Quest, une version américaine de ce jeu-là. Non. Mais Looney Quest, Looney Quest. c'est un jeu que je vous avais fait jouer d'ailleurs. Ben oui, on l'a découvert dans la salle de Zendor, Oui, au quoi, Jab, ouais. à Et- 3h du matin, Un jeu j'imagine. emblématique, je dois dire que ce jeu-là, quand même, mon frère est allé se le procurer parce qu'il capotait vraiment sur le concept. Et on a fait toutes les maps, là, puis on a vraiment joué beaucoup. Non, Là, c'est même cool, il y a une ouais. genre d'extension Oui. avec une pyramide, là, fait que c'est assez intéressant. C'est un jeu vraiment très très intéressant du fait que ça va vous faire jouer avec un crayon qui va dessiner sur un acétate et vous allez devoir essayer d'imaginer. Un jeu de crayon! Vous allez devoir imaginer un parcours à faire sur un acétate qui va être superposé sur un décor ensuite et on va voir si votre parcours a respecté le décor. C'est Un jeu de plateforme en plus, hein? Un jeu de plateforme. C'est Oui, comme oui, Mario c'est Bros, ça. là, puis ça oui, parce rappelle que ça, tout là. ça fait une nostalgie effectivement avec Mario Bros. Puis une esthétique très jeu vidéo en plus là, dans le jeu. Là, donc, Tout à fait, oui. ça sort bien, ouais. Alors ça, c'est une démonstration que ce que Laurent Escoffier peut faire, mais Escoffier a fait d'autres choses qui peuvent être dans le même genre. Il a fait aussi... Il y a aussi Dent pour Dent, mais je l'ai pas, je sais pas, il est où. Ah, Dent pour Dent, je vais aller le chercher. Pendant que je te laisse, Dans les premiers jeux que Escoffier a fait, il a fait Dent pour Dent. Dent pour Dent, peut-être que certains connaissent Dent pour Dent. Oups. Petit problème technique, nous allons reprendre ça sans plus tarder. Alors le micro de Pierre c'est défait, mais... Voilà. Peut-être que quelqu'un connaît Dent pour Dent dans ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent. Ce jeu-là, d'ailleurs, est dans les collections du Randolph. Peut-être qu'un animateur a sorti ça sur une table à un moment donné. Oh, un autre jeu de Mais c'est crayon. probablement moi qui l'ai fait. Dent pour Dent, c'est un jeu de combat dans un ring avec des personnages qui sont assez rigolos. Ça peut être une mémé, ça peut être un chien, ça peut être un enfant. Et on se bat à coups de dés qui sont en forme de molaires. Et là, dépendamment de comment les molaires tombent, ils peuvent Comme tomber. le jeu des petits cochons. Comme le jeu des petits cochons, exactement. C'est comme si on avait pris le jeu des petits cochons, mais on en avait fait un jeu de combat.
Parce que quand on subit des coups, on va noircir nos dents, comme si on avait des dents cassées sur les portraits de nos personnages. Très cool. Et c'est tout à fait... C'est vraiment ça. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des cartes, évidemment, qui vont faire des effets de revirement de situation. Mais c'est vraiment un jeu sans prétention. Et c'est ça qui fait la beauté des jeux de Laurent Escoffier. C'est qu'il va prendre un principe, il va juste le présenter dans sa plus grande simplicité. Puis on va tout de suite remarquer qu'il a pensé à quelque chose que personne n'a pensé. C'est la même chose, par exemple, avec Photo Party. Photo Party, qui est un petit jeu qui était sorti chez Cocktail Games en France il y a quelques années. En fait, ça fait déjà un bout de temps. De faire au moins 10 ou 15 ans de ça. Et qu'est-ce que c'est Photo Party? Ben, c'est un jeu qui joue littéralement avec les selfies. À une époque même où les selfies étaient à peine en vogue. On joue dans ce jeu-là en prenant des photos. Soit avec un appareil photo, soit avec votre cellulaire. Ah, mais des vraies photos. Des vraies photos. Oh. Et les joueurs sont en équipe. Ou sont pas en équipe, peuvent être tout seuls aussi. Et ils vont devoir être photographiés après un certain temps. Le photographe va faire un décompte et éventuellement, le décompte, une fois qu'il est terminé, la photo se prend et le cliché qui est pris, le joueur qui va être dans une position correspondante à celle qui fait des points dans la carte va faire des points. Oh. Et on va regarder chacune des photos prises après la partie et on va regarder combien de points on fait. Et ça marche? Ça ou... marche très bien. Parce qu'il y a vraiment des photos intéressantes qui peuvent être prises. Oh, c'est intéressant. Il y a même des cartes qui vont vous faire jouer avec le cadre de la photo. Vous devez essayer de bouger devant la photo, mais vous devez essayer de voir, de vous imaginer si la façon que le photographe vous voit, il vous voit pleinement dans le cadre ou il vous voit. Est-ce que le photographe a le droit de parler, donner des indices, Non. ou toi t'as vu la photo une fois, puis là c'est comme t'essaies de Ouais. te placer? Ok. Ok. Donc, Très ça, cool. C'est c'est original, Ouais. en fait. et ça, ben, c'est Corto. Corto, en fait, c'est. Ça a l'air de sortir un peu de sa ligne d'approche, non? Ouais, jusqu'à maintenant. Oui, ça c'est moins flyé, je dirais, que les trois autres qu'on vient de voir. Corto, c'est un jeu basé sur la bande dessinée Corto maltaise qui est très populaire en Europe, je dirais. Et ce que Escoffier a fait avec Corto, c'est qu'il s'est imaginé qu'on pourrait littéralement prendre une bande dessinée et jouer à travers les cases de la bande dessinée. Et déplacer son pion à travers les bandes dessinées telles quelles. Donc, il y a une bande dessinée comme ça qui est placée sur le plateau. En fait, on C'est une espèce de plateau dépliable dans lequel il y a des cases. Oui, le plateau, en fait, c'est des bandes. Pareil comme une bande que vous voyez dans une bande dessinée. Et on les déplie et on les superpose une par-dessus l'autre. Et ça fait comme une bande dessinée. En fait, c'est 4 histoires de bandes dessinées qui sont superposées l'une sur l'autre. Et les pions vont se déplacer. Des pions qui sont très jolis, d'ailleurs. Parce que c'est Matago qui a fait ça. Matago fait jamais les choses en entier. Et on les déplace d'une case et on peut changer d'une histoire à l'autre avec les pions. Et on place les cartes qui représentent des événements qui arrivent dans les histoires sur les bandes dessinées. Et chaque bande dessinée, selon l'histoire que vous êtes, va faire des points différents selon l'objectif de la narrative de la bande dessinée. C'est très bien. Mais c'est un jeu quand même qui va pas plaire à tout le monde nécessairement parce que c'est quand même un jeu, je dirais, qui va s'adresser à un certain public plus qu'un autre. Mais l'idée déjà de prendre une bande dessinée, c'est pas quelque chose qu'on a vu souvent dans les jeux de société. Pourtant, c'est deux médiums qui pourraient bien s'harmoniser, mais... Exactement. Et Escoffier, d'ailleurs, pour faire ce jeu-là, s'est mis en équipe avec Sébastien Pochon. Vous connaissez probablement Sébastien Pochon pour avoir... c'est lui qui est derrière Jaipur. Et c'est lui aussi qui est derrière Metropolis. C'est lui qui est derrière aussi le dernier né, ben, pas le dernier né, mais le fameux Roll and Ride de Days of Wonder qui est sorti dernièrement, qui s'appelle... comment ça s'appelle? En fait, c'était basé sur un jeu qu'il avait fait qui s'appelait Isfahan. Et maintenant, ça s'appelle... ça se voit en Grèce antique. Peut-être que Jean-François peut m'aider là-dessus. C'est une petite boîte? Ouais, c'est une petite boîte de Days of Wonder. Oui, je vois. Ça commence par C. Ça commence par C, exactement. Mais je pense que c'est Corinthe. C'est ça. Correct. C'est ça, exact. Exactement. Les gars, je pensais qu'on allait couper ça au montage. Finalement, on va le laisser. Donc voilà, ça c'est pour Pochon, c'est la parenthèse Pochon. On parlait d'Escoffier, mais Pochon est un auteur pas français, mais suisse.
Oui, bien ensuite, en parlant de jeux français, je sais que c'est pas un jeu totalement français, mais on a ici quelque chose d'assez particulier. Un jeu vraiment unique, en fait, que, bien entendu, on a joué au Jab dans la salle de Zandor. Hollywood Party. Qui a été, en fait, c'est la version française d'un jeu qui s'appelle Panthéon, qui est sorti dans les années 80 aux États-Unis. Ils en ont fait une version française il y a 10-12 ans. Ils ont transformé ça avec le titre Hollywood Party parce que c'est un jeu où on vous fait faire des scénarios de films. Mais on ne vous dit pas à l'avance quel est le scénario. On vous a dit que c'est vraiment la thématique du scénario. Donc si vous êtes dans un film de mafia, ben, on vous dit que vous allez faire un film de mafia. Mais vous allez faire un scénario de film de mafia, mais vous allez devoir vous imaginer qu'est-ce qu'il y a dans votre scénario. Et les joueurs vont devoir s'imaginer ça. Chacun à leur tour de rôle. Et vous devez essayer de puiser dans votre culture de ce que ça peut avoir, les films typiques de mafia que vous avez vus dans votre vie. Parce qu'à la fin du jeu, il y a un questionnaire qui va arriver et qui va vous demander est-ce que vous avez fait, par exemple, la pose d'une tête de cheval que vous trouvez dans votre lit. Oh, shit. Ben, si c'est ça, ben, vous gagnez 5 points. Mais si vous n'avez pas pensé à faire ça pendant la partie, parce que c'est vraiment ça, vous êtes en train de faire une espèce d'improvisation d'histoire dans ce jeu-là, et il y a un certain moment où on arrête, et vous devez raconter ce qui se passe dans votre histoire, dans une histoire collectivement brodée avec les autres joueurs. Donc s'il y a des éléments que vous avez dit non aux questions qu'on vous pose à la fin du jeu, à ce moment-là, vous ne faites pas de points. Et l'idée, c'est que vous voulez faire le plus de points possible en ayant pensé au plus de choses possibles. Moi, j'avais adoré ce jeu, en fait, parce que tu dois utiliser les tropes, là, donc les espèces de stéréotypes de films. Fait que, le film dans l'espace, où là, le vaisseau est en train de chier, puis là, il y a un AI qui prend le contrôle. Puis là, à la fin, tu lis les questions et c'est ça vraiment un des plaisirs, c'est de savoir est-ce que tu as été dans les bonnes directions que le jeu voulait que tu ailles, mais qui sont un peu pas arbitraires, parce que c'est des stéréotypes. Mais c'est vraiment excitant. Bien entendu, tu vas juste jouer chaque scénario une fois. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de rejouabilité Non, vraiment. on est vraiment dans l'optique des jeux. Pour moi, ça, ce jeu-là, il s'inscrit vraiment dans les courants actuels, dans les jeux comme Undo, Sherlock Q, tous les jeux un peu où tu découvres, pas les jeux d'enquête précisément, mais les jeux où tu découvres une histoire, puis qu'une fois que tu l'as découverte, ben, l'intérêt de rejouer est moins là. Mais très bonne expérience. Pour les gens qui connaissent un peu plus le roleplay, ça rappelle beaucoup Fiasco. Donc un roleplay sans GM, un peu plus simple, mais avec la petite twist à la fin avec les questions, on dirait que ça donne comme un but à ta partie, où ton but c'est d'essayer de plugger des références de culture populaire, mais toujours en se faisant que l'histoire va fonctionner. Donc très, très intéressant. Puis ça c'est la version, est-ce que tu sais si la version, tu sais c'est bizarre, la version en anglais elle s'appelle Panthéon. Est-ce que ça a rapport avec le Panthéon, ou tu fais des histoires de dieux grecs, genre ou... Pas forcément. Je pense que ça fait simplement une référence au fait que votre histoire a tellement été remarquable qu'elle rentre dans un panthéon. Ok, mais c'était exactement le même concept sur des trucs de culture populaire. Essentiellement, oui. Mais très cool. Fait que ça, c'est une réédition française, mais que j'avais trouvé vraiment intéressante. On pense à des auteurs français, on en a parlé un peu tantôt, et il y a un auteur qui a fait beaucoup de jeux qu'on connaît très bien d'ailleurs, qui est un ami de l'émission, un de nos plus fidèles auditeurs, Ludovic Maublanc. Salut à toi, merci beaucoup de nous écouter, merci beaucoup de participer. On va parler de tes jeux. Ben, c'est ça, il était là à l'épisode 1. On a parlé un peu de Cash and Guns la dernière fois, mais aujourd'hui, il y avait 2 jeux dans la bibliothèque de Pierre, en particulier même 3 jeux qu'on voulait étudier, pourquoi ils se trouvaient ici, puis qu'est-ce qu'il y avait de spécial. Monster Party. Oui. Monster Party. À la dernière émission, je vous ai parlé de la compagnie TF1 Games qui est associée aux médias français pour essayer de s'ingérer finalement dans les jeux de société. Exploiter les jeux de société comme chose qui pourrait être vendue. Un nouveau logo, hein, ici. Et c'est TF1 Games, effectivement, qui était en arrière de ce jeu-là. Monstropholie, c'est le premier jeu qui a fait parler de Ludovic Maublanc. Ça s'appelait Miss Monstre avant qu'il le fasse éditer. Et Ludovic Maublanc s'était imaginé un concours de beauté pour des monstres. Et il avait fait ça en s'imaginant qu'on allait chacun faire notre sculpture de monstre
Et ensuite, on allait voter autour de la table pour savoir laquelle des sculptures était la plus belle. Oh, la sculpture, c'est ça en pâte à modeler, ça? Oui, c'est en pâte à Oh, modeler. c'est assez flyé comme concept. C'est assez flyé, effectivement, et c'est tout simple, hein, c'est vraiment ça, c'est de faire des sculptures de monstres et d'évaluer ensuite si les monstres respectent qu'est-ce qu'on va avoir comme critères, parce qu'on va avoir des cartes qui vont indiquer c'est quoi les choses qu'on est obligé de faire sur notre monstre. Et ensuite, les joueurs doivent deviner c'est quoi les critères qu'on a pris, parmi la liste de critères qu'il y a. Et il y a des petits handicaps, des fois, qui vont vous... Il y a des cas spéciales qui vont... Mais comment les gens font pour faire des aussi beaux monstres? Ben là, c'est sûr que les monstres ne sont pas beaux à la perfection, comme on peut le voir dans l'exemple en arrière de la boîte. Ok. On s'entend que c'est très, très vendeur comme image. Là. Ils ont certainement pas réussi à avoir une qualité de monstre exceptionnelle avec des enfants qui sont posés à côté. À moins que ces enfants-là soient des artistes nés. Là. Mais parce que pour avoir joué au jeu régulièrement, je vous dirais que les monstres qu'on fait dans ce jeu-là sont souvent pas en 3 dimensions, mais en 2 dimensions couchés sur la table. Ok. Mais ça peut arriver que des joueurs... parce qu'il y a un temps limite là, pour les faire. Donc, oui, j'imagine. Les joueurs ne sont pas là en train de s'appliquer à ce point-là. Là. Mais c'est aussi ça le défi, c'est qu'on veut voir c'est quoi le plus beau monstre après. Ouais, ok. Très cool. Donc, voilà. Ça, c'est le premier jeu de Ludovic Maublanc qu'on avait présenté. Ouais, le deuxième jeu qu'il y avait dans ta collection, qui est un jeu que je ne connaissais pas, de Ludovic Maublanc, et c'est un jeu de poésie. Puis là, je t'ai dit, ça marche-tu un jeu de poésie? Puis tu as dit, ben ouais, un jeu de poésie. Ça marche très bien. Il a fait faire éditer ça chez RepoProd, qu'il connaît bien, parce que dans le fond, RepoProd a fait Cash and Guns pour Ludovic Maublanc. Il a inventé ce jeu-là avec sa femme, je ne sais plus si c'est encore sa femme aujourd'hui. On voit le nom de... Angèle et Ludovic Maublanc, c'est ça. Ça marche, un jeu de poésie, parce que c'est un jeu, en fait, où est-ce que vous faites un poème. Et vous devez faire un poème à partir de thèmes qu'on vous impose. Et il y a, encore une fois, pareil qu'on a Monstrofolie dans ce jeu-là, une phase de jeu où les joueurs autour de la table votent pour qu'est-ce qui a été le poème. Mais c'est vraiment un poème que tu écris à partir de from scratch, là? Oui. C'est vraiment de A à Z un poème. Puis ça marche? Ça marche. Ok. Ça marche. Et il y a des... C'est sûr que, bon... Faut pas l'air sûr, sinon... Non, mais c'est juste que je me dis, est-ce que c'est un jeu qui est comme plus humoristique ou c'est un jeu quand même sérieux? Ben, Est-ce que c'est pathétique? Non, c'est ça. Okay, c'est ça qui est la beauté de ce jeu-là, c'est que vous pouvez le jouer vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai déjà joué à ça avec Joël Gagnon plusieurs fois. Et Joël Gagnon, c'est vraiment un gars qui peut être pince sans rire dans son humour et très spontané. Et moi, quand je joue à ça, je m'applique énormément. Moi, je suis quasiment académique dans mon poème. Joël Gagnon, lui, c'est vraiment hyper simple. C'est vraiment... C'est des petits poèmes... des haïkus, non, mais... C'est pas des haïkus japonais, mais c'est pas loin. C'est très spontané. Alors, ça dégage beaucoup la personnalité des joueurs. Quand vous jouez à ça, il y a beaucoup de cette personnalité-là qui sort à travers le poème. C'est un peu comme quand vous dessinez, dans le fond. Donc, très cool. C'est très rafraîchissant comme jeu, mais c'est vraiment pas pour tout le monde, évidemment, parce que ça prend quand même de la créativité pour faire ces poèmes-là. Super, ben c'est ça. Tu vois, ça, c'est deux jeux qu'on avait... Tu sais, on connaît quand même beaucoup les jeux de Ludovic, mais ça, c'est des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire. Et on va compléter ce segment français, en fait, avec un jeu que tu m'as présenté à la dernière seconde. Il est arrivé, Jeff est en train de setter la table, Pierre il a dit hey, j'ai oublié de te parler de ça, c'est important. Et c'était un jeu, si je ne me trompe pas, de Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Oui. Alors il s'agit bien entendu d'un tout petit jeu de cartes. Et j'ai dit ça, tu mets ça dans quelle catégorie, Pierre? Il a dit aucune. Paparazzi, un jeu sorti en 2005 chez un éditeur assez obscur qui s'appelle Eclipse en France. Ce jeu-là est un des plus rares que Maublanc et Catala ont fait éditer à cause justement de l'éditeur qui n'est pas tellement gros. À cause aussi que ces jeux-là n'ont pas été distribués à l'extérieur de l'Europe. Ça a l'air d'une revue, là. Même que... Revue à potin. Ouais, ça a l'air vraiment... C'est basé un peu sur ce principe-là. Le jeu est assez rare même pour que les auteurs le confirment, parce qu'on peut voir dans la boîte qu'ils ont signé et orthographié avec un commentaire disant qu'ils acquiescent que ce jeu-là est assez rare.
Alors, c'est un Ils jeu... étaient surpris que tu leur fasses signer ça? Ils étaient très surpris. Comme Monstrofolie aussi, David Moulin était très surpris que je lui fasse signer Monstrofolie parce qu'il était tout émotif à cause que c'était son premier jeu. Ah, Euh, très cool. Des belles histoires de c'est collection, cute. ça. Mais Paparazzi, c'est basé effectivement sur le principe des potins. C'est-à-dire que c'est le point de départ du jeu, c'est que il y a des vedettes qui sont en train de faire un bain de minuit. Et il y a des journalistes paparazzi qui sont aux aguets, qui sont autour de la piscine et qui les photographient au moment où ils sont tous nus. Alors, il faut... Nous, en fait, on est ces vedettes-là et on est pris au piège par les paparazzis puis on veut pas se faire prendre en photo tout nu. Alors, on veut se précipiter sur nos morceaux de linge pour se rhabiller tout de suite avant de se faire poser. Ouais. Alors, comment ça se déroule en jeu, ça, cette situation-là? Ben, c'est simplement que les cartes représentent chacune les personnages qu'on incarne et une pièce de linge que le personnage porte. Fait qu'il y a une carte qui va représenter la chemise, une autre carte qui va représenter les souliers. Mais l'idée, c'est que on identifie la pièce de linge par le symbole qui va être dans le coin haut à droite de la carte. Ça va être un t-shirt ou une paire de pantalons. Ça indique ça, la pièce de linge qu'on doit récupérer si notre personnage c'est celui qui est dessiné sur la carte. Donc on a 5 cartes à récupérer en bref. On a des sous-vêtements, des souliers, des lunettes, des pantalons puis un chandail. Ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces cartes-là, lorsque vous regardez l'icône de la pièce de vêtement en haut dans le coin à droite, c'est une icône qui est phosphorescente. Alors avant de jouer au jeu, on est en train d'éclairer à la lampe de poche les cartes. Quoi? Et, Phosphorescent? et De quoi? De quoi tu parles? comme c'est un bain de minuit, à ce moment-là, on joue dans le noir. Alors on ferme les lumières de la pièce quand on a fini d'éclairer les icônes. Et là, tous les joueurs doivent se rappeler où étaient les cartes. Donc, c'est un jeu de mémoire dans le noir. Mais on voit quand même les symboles. On voit seulement les symboles, mais on ne sait pas à qui ça appartient. Il faut se rappeler que c'était notre Ah, fait que là, on est personnage. comme tous dans le noir en train de pogner le linge Oui. de tout le monde. Hey, c'est mes bobettes, ça. Non, c'est- Exactement. On peut-tu fermer les lumières? Ah, il faut qu'on le laisse. Non. Nice. Très cool. Ben, un concept, encore une fois, original. Est-ce que le matériel fonctionne bien? Est-ce que c'est quand même Ça assez- fonctionne bien, oui. Ouais, ok. Très cool. C'est pas une mécanique, ça, qu'on retrouve souvent. Non. L'impression phosphorescente. Non, là. mais On joue dans le noir, c'est assez rare. C'est tout là-dessus. C'est pas toujours garanti de succès, en fait. Très cool. Fait que ben, ça conclut un peu notre segment jeu français. Bien entendu, le dernier épisode, on en a fait plein, hein, mais ça, c'était sûr qu'on avait sur notre liste. On va maintenant passer dans... Et la dernière fois, en fait, le dernier épisode, c'était les jeux français et les bizarreries. Ouais. Là, ça va être les jeux français et les bizarreries. Original. Ouais, oui, c'est ça, exact. On fait ce qu'on peut. Hein. Il y a plusieurs jeux, bien entendu, dans une collection comme ça qui sont vraiment uniques, différents, qui sortent de l'ordinaire. On vient de voir ce jeu avec une mécanique, c'est pratiquement pas la mécanique, c'est le matériel, du matériel phosphorescent. Eh bien, on va regarder quelques jeux justement qui sortent des sentiers battus. Il y en a plein. On le mentionne. Encore? Ben, ouais, c'est ça. On l'a pas beaucoup mentionné quand même depuis le début, mais il y a plein de jeux desquels on parlera pas. Mais, malheureusement. Il y en a plein. Puis on a passé plusieurs heures avant de commencer le tournage à se promener puis à redire c'est quoi ce jeu-là, c'est quoi ce jeu-là. Et il fallait se retenir parce qu'il y en avait à l'infini en fait. On est allé dans une bibliothèque, tu te dis ok, on a regardé tous les jeux qui sont là. On enlève une rangée de jeux, il y a une autre rangée de jeux derrière. T'es comme, ben là, ils sont cachés ces jeux-là. Fait que c'est vraiment à l'infini. On va y aller avec des jeux aussi qu'on connaît un peu puis qu'on a déjà vus par le passé. Fait que je vais commencer par un jeu qui est juste derrière moi ici qui s'appelle, et c'est d'un auteur bien connu en fait, c'est le jeu Filthy Rich. 3D. 3D Filthy Rich. Alors, si vous voulez le croire ou non, ça, c'est l'auteur de Magic. Richard Et Garfield. de King of Tokyo. Et de King of Et Tokyo. de Bonnie Kingdom. Et de Bonnie Kingdom, avec moins d'excitation malheureusement. Mais bien entendu de Netrunner, de Robo Rally, donc vraiment un auteur culte.
Et ce jeu, si je me trompe pas, c'est sorti quand même avant. C'est ça, le matériel. What? C'est le même matériel pour tout le monde. C'est un board, c'est un cartable avec des sleeves. Ouais, comme les cahiers pour les cartes de baseball ou de hockey quand on était jeune. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et c'est un jeu dans lequel, vous voyez, en fait, la couverture ici représente très bien. C'est comme si on était dans une ruelle et qu'on combattait pour notre publicité, en fait, notre néon, notre The 3D Game of Capitalism. Donc, notre Notre publicité. affiche de publicitaires dans les rues qu'on va aller placer devant les autres publicités aussi. Oui, parce que essayer de- quand on marche dans une ruelle commerciale comme ça, ben, on voit seulement dans une direction. Donc, on voit seulement celles qui sont le plus devant nous. Tout dépend, bien entendu, on est rendu où. Et de là, l'idée d'avoir un cahier avec des cartes de plastique, Ouais, justement, pour transparent. qu'on puisse les superposer et dire, OK, moi, je vais placer ma pub là, mais quelqu'un peut venir placer sa propre pub par-dessus. Donc, je me souviens plus exactement comment on va scorer, mais je pense qu'on va scorer chacune des pages ou quelque chose comme ça. Faut compléter, si je me trompe pas, les publicités. Compléter ta pub. Pierre, peut-être tu veux nous glisser un mot là-dessus, on s'est un peu lancé, là, parce qu'on le connaissait un peu plus. Oh oui, ben, je pense que vous l'avez assez bien résumé. C'est un jeu que Garfield a imaginé en se promenant dans les ruelles de Hong Kong. Il voyait tellement de panneaux publicitaires, d'enseignes publicitaires à travers la ruelle qui était étroite qu'il voyait que ça se superposait l'une sur l'autre comme image. Donc ça lui a donné l'idée de faire ce jeu-là. Une espèce de combat de visibilité, de promotion de votre commerce. Et c'est un jeu où vous devez essayer de... C'est un jeu de spéculation, gestion de risque, je dirais, où il faut essayer d'acheter des places publicitaires les plus visibles possibles. Et c'est là que le fait de tourner des pages devient un concept très intéressant dans le jeu parce que ça rajoute l'aspect tridimensionnel du jeu. Vous voulez que vos publicités soient les plus visibles possibles, donc celles qu'on voit pas, en fait celles qu'on voit le plus dans les pages qui sont les plus en avant. Et il y a de l'argent, forcément, avec la tête de Garfield. Mais là, tu peux nous parler un peu de... Ah, c'est la tête de Garfield qui est là. Ouais. Mais tu peux nous parler un peu de ce type d'édition-là. Je veux dire, on s'entend, c'est un cahier cartable avec des sleeves de baseball. Là. Oui. C'est qui a fait ça? Dans quel contexte? C'est l'éditeur Wizards of the Coast qui a fait ça. Ah ouais. Ah ouais, ok. Quand même. Wizards of the Coast qui, bon, pour ceux qui le savent, n'est plus vraiment un éditeur actif maintenant parce qu'il a été absorbé par Hasbro. Mais c'est un éditeur qui a connu ses heures de gloire, forcément parce que c'est eux qui ont commercialisé Magic the Gathering. Alors ils sont devenus une méga compagnie. Et ça, c'est avant ou après? Ah, c'est après Wizards? C'est après, parce qu'évidemment, une fois que Magic était sur le marché, Wizards of the Coast avaient leur poulain dans leurs écuries. Alors, ils voulaient d'autres jeux de Richard Garfield pour faire de l'argent. Donc, Je suis pas sûr qu'ils en ont fait tant que celle-là. ils n'ont pas fait tant que ça non plus. Ils ont sorti le Robot Rally aussi à cette époque-là. Robot Rally qui a quand même mieux marché. Qui a quand même marché. Mais c'est plus vieux, ça, Robo Rally, non? C'est plus vieux que ce jeu-là, c'est même plus vieux que, Ouais. que Magic. Que Magic, oui, parce que c'est quand ça. Magic Garfield est arrivé à Wizards of the Coast, la compagnie était à l'époque une petite compagnie de jeux de rôle qui était assez mineure. Et Garfield se demandait si il serait intéressé à publier un jeu de plateau plus conventionnel. Et il a représenté Robot Rally. Ils étaient curieux, intéressés, mais ils trouvaient que c'était un gros investissement. Ils se disaient, tu n'aurais pas un jeu de cartes à nous proposer à la place? On pourrait probablement commencer avec ça. Wow. Donc Garfield a fait Magic the Gathering et c'est là que le reste de l'histoire s'est écrit. Et c'est à ce moment-là qu'ils étaient intéressés à publier le reste de Garfield. Ben oui. Garfield a ses cartables. Donc, Robot Rally et Filthy Rich sont arrivés en ligne de compte. Wow. Très, très cool, très cool. Ouais. Ben, tu vois, Filthy Rich, hein, on pensait qu'il n'y avait pas d'histoire derrière. Il y en avait, Il y en a tout le temps. Il y en a toujours une, c'est ça. Toujours une histoire dérangeante. D'ailleurs, on parlait de jeux un peu bizarres, un peu obscurs. Un des jeux, possiblement les très obscurs que tu nous as présentés pendant notre visite, c'était Lance-Mots. Oui. Ah, ça, c'est obscur, je pense. Très obscur. Et on en parle parce que c'est ça. C'est très obscur. Hey boy. C'est vieux Lance-Mots, aussi. c'est vieux. C'est vieux, c'est étranger. En fait. mais primé au concours de l'épine, Oui. 1995. Ça Concours de l'épine. a 25 ans, ce jeu-là. C'est un jeu français. Ça le dit, en fait, Concours de l'épine. Vous voyez, en fait, tout ce qui est écrit sur la boîte,
pour ceux qui le voient, c'est écrit en français. Le titre le dit même, c'est que c'est un jeu français. Lance-Momo. Et c'est un jeu qui m'a été gracieusement donné ça, par le plus grand collectionneur de jeux de société en France, qui s'appelle François Hafner. Peut-être que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent le connaissent. Et il t'a donné ça dans quel contexte? Il donne des jeux, ce collectionneur? Oui, ben en fait, il n'est pas connu tant que ça pour un gars qui donne plein de jeux. Mais il était venu faire son tour aux journées ludopathiques de Granby. Une fin de semaine de jeu, à vrai dire, qui était la première de toutes les fins de semaine de jeu qui s'est organisée au Québec. On parle de 2002-2003 la première fois. Et c'est ça qui a donné naissance à l'engouement, je dirais. C'est parmi les premières manifestations, ça, de la petite communauté des passionnés du jeu de société au Québec. Et à partir de là, d'autres fins de semaine de jeu se sont organisées à travers les régions du Québec, en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue, à Québec, pas à Montréal par contre, mais dans les environs de Montréal aussi. Et la plus importante par contre, c'était celle-là. Avant que les Jabs arrivent, puis avant que les autres qu'on connaisse aussi arrivent, c'était celle de Granby qui était la plus connue. François Hafner est arrivé à celle de Granby, je pense qu'elle était rendue à sa 5e édition, probablement, je pense que c'était 2007. Il avait été invité parce qu'on avait déjà, pour faire rayonner l'événement à cette époque-là, Vous invitiez des vedettes. on invitait des vedettes du jeu. Il y avait eu Fraga qui était passé avant, il y avait eu Christophe Bollinger, Bruno Catala n'était pas encore là. Mais il y a eu quand même quelques vedettes du jeu qui étaient venues. Et François Hafner fait partie de ces vedettes-là. Et là, quand il est arrivé, ben, on l'a accueilli, évidemment. Moi, je faisais partie des co-organisateurs de l'événement. Et je lui avais donné un jeu. Un jeu rare? Un jeu qu'il ne pouvait pas vraiment avoir en Europe. Un jeu qui s'appelle... C'est-tu fric? Non. Oh. Dommage. Parce qu'il regardait ma boîte, parce que j'ai tous mes jeux d'Italie qui étaient à Granby, puis il regardait ma boîte, le jeu qui s'appelle Handy. Handy, c'est un twister avec des boules puis vos mains. Je sais même pas si je l'ai ici. Il doit être caché quelque part. Avec des boules et vos mains. Oui, c'est un twister, littéralement. Ça n'a pas l'air 2020. Hein? Vous avez vos mains, puis vous mettez des balles qui touchent vos doigts, puis la main de votre voisin doit maintenir les balles avec votre main à vous. Et François Hafner a vu cette boîte-là, il ne connaissait pas ça, il était fasciné. Je lui ai dit spontanément, elle est à toi. Et il lui a dit, ben là, j'ai rien, moi, ben regarde, je vais te donner ça. Puis il y avait des jeux avec lui qu'il avait amené. Puis, dont celui-là. Puis il m'a donné ça. Il m'a donné aussi De la Papa, qui est un jeu qu'il a inventé. Il m'a donné sa version prototype, en fait. Ça a l'air cool. Ça ici. Donc, De la Papa, c'est un jeu de connexion avec des plaquettes comme ça où vous devez faire des motifs de couleurs. C'est hyper simple comme jeu, mais ça fonctionne très bien. Donc ça, c'était son prototype qu'il m'avait carrément donné spontanément. Puis il m'a donné ça, puis il m'a donné aussi C'est du délire, qui est une boîte de jeu. Oui, ça j'ai déjà vu. C'est du délire, c'est un jeu plus connu, ça, qu'on voit au Québec parfois. C'est une espèce de, je dirais, un peu un ancêtre de Cranium. Okay. Fait par Ravensburger. Et là, en ce mot, ben, c'était vraiment ça, il m'a comblé quand il m'a donné ça, parce que s'il y avait quelque chose qui était hyper bizarre, c'était Lance-Mots. Un jeu de dextérité et de mots. Je ne connaissais pas du tout de jeu de dextérité et de mots qui existait avant. Et il savait très bien que je m'intéressais à des principes comme ça. Et vous devez projeter vos lettres dans ce jeu-là pour essayer de les gagner pour faire vos mots. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne plutôt. Ouais, c'est ça. Wow! Attends, fais ça! Et, Là, tu peux modifier l'angle? Oui. Ok. C'est ça. Les règles précises, écoutez, ça fait quand même déjà plus que 10 ans que je joue à ça. Il faudrait que je les relise, mais en fait, c'est en arrière. Ils sont très très simples.
Quelle Donc, pièce, hein, unique. Ouais, c'est spécial. oui, tout à fait. Un lance-mot, comme on dit. Et puis, dans le fond, vous lancez des lettres, puis si les lettres tombent à l'endroit, vous les gardez. Si elles tombent à l'envers, vous les perdez. Et puis, vous gardez les lettres pour... Flip chip. c'est ça. Ouais, c'est plus un jeu de flip que un jeu de dextérité. Ok, lance-mot. Très cool, très cool. C'est ça, c'est un jeu obscur. Très effectivement. obscur. Ouais, ah ouais. Ouais, je vais l'amener là. Ben, bien entendu, là, on veut pas trop, on va être dans les temps. Hein. On a dit qu'on faisait des épisodes de 40 minutes, 1h15 max. On va être dans les temps à chaque fois. Ça serait difficile de... Tu sais, là, on a vu des jeux obscurs, c'est lance-mots, des affaires un peu bizarres. Il y a un auteur qui reste dans l'imaginaire collectif et qui continue d'expérimenter. T'as parlé de Fraga, qui est un bon exemple quand même. Je pense naturellement à Friedman Freeze. Friedman Freeze, qui est un gars qui a toujours comme voulu un peu innover, qui se plie pas aux tendances, on dirait, ou même qui joue sur les tendances. Ça reste que c'est quand même la personne qui a initié GF aux jeux de société avec Power Grid, Electro Manager. Oui. Mais on s'entend que ça c'était très straight comme jeu par rapport à d'autres choses qu'il a fait là. Oh, ouais, exact. Hein. À part qu'il fait tout le temps ses boîtes vertes, ces jeux peuvent être Très différent. très différents l'un de l'autre. C'est ça, puis il y a des jeux qui marchent et des jeux qui marchent moins bien. Ouais. Il y a deux jeux en particulier là, que tu nous as présentés. Il y en a un qui est juste derrière GF. C'est, je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est un jeu de bouffe. Oui, c'est exactement ça. Mais quand je dis un jeu de bouffe, c'est un jeu qui se joue avec la bouffe. Ah ouais. Oui, Footernade, c'est un Boîte jeu... verte, commençant par Oh F. yes. Oui, ça commence par Ça F, vient des effectivement. assiettes. Footernade, c'est un jeu où vous devez... Candy Crave, en fait, en anglais. Donc, la fin des bonbons. Parce que vous avez des marqueurs de bonbons dans ce jeu-là, découpés en carton, des sucettes, des gâteaux, des biscuits. Et vous devez aller les prendre et les placer devant vous, ou vous devez les barrer devant vous pour faire des points avec. C'est soit que vous prenez des bonbons dans un bol, ou vous gardez ce que vous avez pris pour faire des points. C'est juste ça le principe. Mais est-ce qu'on mange des vrais bonbons? Ben, oui. Ah. Parce que il y a évidemment une version... La version commerciale, c'est de prendre les marqueurs de bonbons. La vraie version, c'est de prendre des vrais bonbons ou des vraies choses à manger que vous allez placer dans les bols. Et là, vous allez devoir les prendre. Et quand vous allez réserver, vous mangez vos affaires. Donc, c'est vraiment ça qui est la chose à faire. Ben, les jeux de nourriture, hein, il n'y en a pas beaucoup qui jouent avec de la vraie nourriture. C'est quand même un médium un peu complexe. Là. Je sais qu'il y a une autrice qui vient de sortir un livre de recettes de jeux. Oui. Malheureusement, le nom m'échappe, mais... Oui, le nom m'échappe aussi. Mais effectivement, elle a sorti un livre de recettes où les recettes sont des choses à manger, des jeux à manger. Exactement comme moi, à l'âge de 8 ans, ma mère m'avait fait un gâteau en forme de jeu de société. Et on avait joué 2 fois au gâteau avant de le manger. Nice. Et puis, oui, effectivement, c'est quelque chose d'assez rare de jouer avec la nourriture, mais c'est possible. Friedman Freeze n'est pas le seul qui l'a fait. Il y en a un autre aussi. Don't step on it! Non, non, non. C'est pas le même type de nourriture, ça. Hein? Non, effectivement, on parlera pas de ça. On parle de problème, on va être banni de YouTube. La compagnie Centosphère en France est une compagnie qui se spécialise dans les jeux de société et la sensualité. La route des épices. Ah, la sensualité, c'est un jeu érotique? Non, c'est un jeu sensitif. Ça sent! Le Ça jeu... sent! Ben oui, ça c'est connu ce jeu-là. La roue des épices, c'est Oh un jeu avec boy! des épices. Alors, vous devez livrer des épices, c'est pour... Fait que là, il y a plein de petits flacons, là, pour ceux qui sont en podcast, là, plein de petits flacons, Oui, et avec le nom de l'épice en dessous, mais bien entendu, ça sent. ça sent les épices, effectivement. Humain. Vous livrez des épices, et quand vous livrez vos épices, si vous êtes capable d'identifier à l'odeur l'épice que vous avez livrée, sans regarder en dessous le pot de l'épice que vous avez livré, à ce moment-là, vous faites des points supplémentaires.
Non, le pot s'ouvre pas. Ah, le pot s'ouvre pas, ok. Ouais, une chance. Et puis, ben, ça fait partie effectivement des jeux qui jouent avec la nourriture sans la manger. Ça. Ben là, justement, on a parlé de jeux de nourriture et tout ça. Il y a, en se promenant dans la ludothèque, dans la caverne d'Ali Baba, il y a un autre style, un autre élément qu'on a réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup, qu'il n'y avait pas dans beaucoup de jeux et qu'on pouvait retrouver ici en petite quantité, c'est les jeux sur la musique. Je te laisse aller là-dessus. Pierre, pourquoi il y a autant peu de jeux sur la musique? Ben, c'est parce que la musique, c'est un peu comme... faire un jeu sur la musique, c'est un peu comme faire un jeu sur la thématique de l'horreur. Depuis 10 ans, on voit de plus en plus de jeux sur la thématique de l'horreur. Depuis la frénésie pour Lovecraft et les histoires de Cthulhu. On dirait que des jeux de figurines sur Cthulhu, la seule horreur qu'il y a, c'est le gaspillage de ressources naturelles. Oui, si on veut. Simon, Ah, excusez-moi. un peu de tenue. Excusez-moi. Ça peut être ça peut être, on peut dire, c'est la même chose des jeux de zombies qui ont quand même diminué en importance depuis quelques années, mais qui avaient vraiment un boom à un moment donné. C'est sûr que le prix était quand même assez effrayant aussi. Le prix, c'est quand même assez effrayant aussi. Mais on parle de ça, mais ce que je veux dire dans le fond, c'est que les jeux d'horreur, ils auront beau avoir une thématique d'horreur, mais ils procurent aucune sensation de frayeur autour de la table, parce qu'on sait déjà à l'avance tout ce qui va se passer, ou presque. Alors, le but d'avoir peur, en fait, c'est de ne pas s'attendre à ce qu'on va avoir. Ouais. La musique, c'est la même sensation. Quand vous avez une musique que vous allez écouter, ou que vous allez peut-être aller assister en spectacle, vous allez vivre des sensations parce que c'est quelque chose qui va toucher quelque chose qui est abstrait en vous. Donc, refaire ça dans une visualisation concrète sur une table, cette sensation-là, c'est difficile. Donc, c'est pas comme faire un jeu sur la peinture. C'est facile de faire un jeu sur la peinture parce que la peinture joue avec les couleurs, puis là, vous avez tout de suite le lien à faire avec des cubes de couleurs que vous pouvez utiliser pour faire des mécaniques de jeu. Ouais, alors qu'une note, c'est plus difficile. Ouais, effectivement. Mais il reste quand même que c'est faisable. Il y a des auteurs de jeux qui ont réussi à le transmettre, mais il y a aussi beaucoup de jeux sur la musique qui n'ont pas badé à faire ça. Un des plus vieux, c'est Maestro, qui est un jeu qui a été fait en 89 par Rudy Hoffman. Rudy Hoffman, qui est maintenant décédé, est un des pionniers des auteurs de jeux Euro. C'est un auteur de jeu qui a fait ses premières armes dans les années 60 en même temps que Sid Sackson, Alex Randolph ou Robert Abbott. Pendant que ces trois larrons-là faisaient la pluie et le beau temps des jeux de société des années 60 aux États-Unis, lui, c'est en Allemagne qu'il faisait ça. Alors c'est un peu, je dirais, le douanier des auteurs de jeux de société Euro. Et sa spécialité à Rudy Hoffman, c'était de faire des variations du jeu de Romy. Il aimait beaucoup jouer avec une collection d'éléments. C'est lui qui faisait les dessins, hein, je pense. Il était aussi dessinateur à ses temps libres. Il avait un style, disons, très singulier, alors on pouvait ne pas aimer. Son jeu le plus connu, c'est Café International, qui a gagné le Spiel de CRS en 89, la même année que son Maestro a été aussi. Oh, fait que c'était vraiment une grosse année pour lui. C'est une grosse année, effectivement. Et Café International est quand même aussi un autre jeu où vous avez collectionné des éléments. C'est un jeu qui a été réédité avec le temps aussi, mais qui a un peu perdu de son cachet à cause de son aspect politiquement incorrect aujourd'hui. C'est pas 2020, ce jeu-là. Mais c'est un jeu fascinant. C'est un jeu très familial et très très bien. Je dirais même qu'il est presque sans faille. Ouf. Mais... On va revenir à ça à l'épisode 3. Là. Le jeu sans faille est toujours introuvé dans la collection. Mais Maestro, c'est un jeu très mignon parce que vous devez faire un orchestre. Alors, il n'est pas question de jouer avec les notions de la musique là-dedans, c'est plutôt de jouer avec les représentations concrètes d'un orchestre. Et vous devez faire votre petit ensemble et vous devez aller chercher votre orchestre pour faire des concerts, parce que le plateau va vous indiquer quels instrumentistes vous devez aller chercher pour faire des concerts. On va faire un duo de saxophone et de piano. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les clins d'œil qu'on voit sur le plateau, parce que ça fait référence vraiment à des œuvres musicales pour de vrai. Comme il y a un trio flûte, violon, piano, clavecin de Jean-Sébastien Bach qu'on voit.
Puis il y a des choses qui sont aussi plus concrètes, je dirais, plus récentes. Je dirais Laura Branigan. Laura Branigan, c'est une chanteuse décédée aujourd'hui, une chanteuse américaine qui avait des hits dans les années 80. Comme le jeu était fait en 89, ben on a cru inclure, on a pensé inclure un succès américain dans ce jeu-là. C'est tout simple. Il y a de la chance, évidemment, parce que c'est un jeu familial, mais il y a aussi des petits aspects assez malins dans ce jeu-là, assez méchants même, et ça vaut la peine d'y jouer si vous trouvez, hein, parce que c'est vraiment plus commun. Ça a été réédité sous les Amigo il y a une dizaine d'années par Amadeus, Label Amadeus que ça s'appelait. Fait que justement, les jeux de musique, on voit, c'est pas très facile. Rapidement, comme ça fait très penser à New Orleans Big Band. Oui. Tu montes ton groupe, Oui. tu fais ça. Effectivement, New Orleans Big Band est un autre de jeu de musique effectivement, que je possède qui fait ça. Un jeu de musique qui va être beaucoup plus axé sur le fait de faire de la musique, c'est Symphonie. Un jeu italien qui C'est est... beau, ça. jeu Ça me dit rien. italien. Aqua Mirabilis. Ça me fait penser à ça, on dirait. Je sais pas, hein, en tout cas. Alors, C'est beau. Ah oui, excuse, j'ai Je tourné. vais juste regarder un petit peu ce qui se passe. Oh, wow. Symphonie, c'est un jeu italien. Son auteur, d'ailleurs, Angelo Tonin, c'est un auteur qui n'a pas fait beaucoup de jeux. Il en était à ses premières armes avec ce jeu-là, mais il s'est lancé dans quelque chose d'assez ambitieux parce qu'il a fait un jeu de programmation. OK. Et Wow. c'est un jeu où vous programmez littéralement quand est-ce qu'un instrument va jouer sa partition dans une partition de musique. C'est bon. Et vous allez devoir acquérir les instruments avant. Vous allez ensuite les placer dans un ordre dans l'orchestre. Et là, ils vont jouer dans un ordre déterminé. Vous devez prévoir dans quel ordre ils vont jouer pour être capable d'aller jouer la bonne partition au moment où ça va se faire. Et puis, il y a des points à faire, évidemment, selon le nombre de fois que vous avez fait jouer votre instrument dans la partition et quand est-ce que ça a été joué, finalement. Mais ça, c'est très résumé parce que c'est quand même un gros jeu, Symphonie. C'est peut-être, dans les jeux de musique que je possède, c'est le plus gros. C'est le plus ambitieux. Ça demande beaucoup de réflexion. Ça prend pas une demi-heure à jouer. Je dirais que ça prend une bonne heure minimum. Et puis, les règles sont quand même assez touffues. Pas trop claires non plus parce que l'éditeur c'est un éditeur assez jeune qui a fait ce jeu-là. Mais Ça, c'est récent, ce jeu? oui, ça a 2 ans, ce jeu-là. OK. Mais ça vaut le coup. C'est juste dommage que ça a manqué son coût pour la distribution parce que c'est pas très bien distribué à l'extérieur. Ben, si les règles sont pas top et que c'est pas très bien distribué. C'est ça, il n'y a pas d'éditeurs qui ont récupéré ça encore, qui sont en Amérique du Nord. Fait que ça reste pas mal local à l'Italie, je dirais. Ben, c'est intéressant de voir un jeu justement qui exploite la musique de cette façon. Ouais, exact. Puis dans un jeu un peu plus, disons, euro, là. Ouais, exact. Ben ouais, mais avec l'aspect de programmation, ça fit très bien. Ah ouais, c'est une bonne idée. Dernier jeu qu'on va sortir. C'est quoi ça? Drop Mix. On parlait de jeux de musique. Oui, J'étais quand même content. Ben, j'étais excité de voir que tu l'avais dans ta collection. C'est un jeu que j'ai déjà joué quelques fois. Ah, mais pas ma copie par contre. Non, c'est ça exactement. J'avais joué dans d'autres circonstances, mais dans des circonstances où ça flirte avec autre chose. Oui. Mais ça, c'est un jeu de musique. Je te dis pas que c'est le meilleur, mais ils ont poussé quand même la note pour ça. Hein. Ouais, ben je pense qu'on peut pas avoir plus jeu sur la musique que ce jeu-là. Parce que ça joue littéralement avec une musique qui est en train de jouer. Et c'est un jeu qui finalement qui est d'une simplicité extrême parce que tout ce que ça fait, c'est que ça fait des mix de musique. Donc, on se sent comme un disque jockey dans ce jeu-là. Drop Mix! Et puis, on pose des cartes sur un plateau. On pose des cartes sur un plateau qui, finalement, est un plateau à lecture intelligente. Parce que les cartes qu'on va placer sont munies de micro-puces qui vont envoyer un message, finalement, au plateau. Le plateau va faire jouer la musique de la carte qu'on vient de Fait que là, une carte, mettons, c'est le drum, l'autre carte, c'est la bass, l'autre carte, c'est la voix. Fait qu'en les empilant, il y a un mode coop, il y a un mode coop et un mode compétitif. Et quand vous jouez, compétitif, c'est que vous essayez de faire des combinaisons de cartes selon les cartes que vous jouez. Quand vous êtes coop, là, il faut faire la combinaison à 2 finalement. Mais l'idée, c'est que vous voulez faire des combinaisons pour atteindre un certain pointage avant l'autre joueur.
Ça, vous pouvez être DJ dans une soirée avec ça, là. Oui, pas mal, oui. Parce que ça peut servir quasiment de ça. Parce qu'à un certain point, nous, ce qui est arrivé, bon, tu joues un peu le jeu, puis finalement, tu t'amuses plus à jouer les cartes, voir Ouais. comment ça transforme le beat, voir comment, tu sais, chaque carte que tu joues. Parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités de musique Combinaison. différentes, puis comment ils vont s'intégrer entre elles. Fait que c'est plus un gadget, c'est sûr, mais l'idée est intéressante. Puis la tech derrière, tu sais, les cartes avec des puces dedans, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir. De plus en plus, tu penses? Mais peut-être pas de plus en plus, mais il va en avoir, puis à un moment donné, il va y avoir une façon de le faire sans avoir l'espèce de plateau custom en dessous. Fait que Ouais, plus simple, parce que ça reste gros, massif, ça doit pas être donné aussi comme jeu. c'est ça, exact, pour un jeu au final qui est, tu sais, Que tu joueras moins, que tu vas que tu vas t'amuser avec, ouais, là, c'est ça. c'est plus comme un jouet pratiquement. Mais dans les jeux de musique, je trouvais ça cool parce que c'était littéralement un jeu de musique. Oui, tout à fait. Exact. C'est le plus purement musique ludique qu'on peut avoir. Fait que, ben, ça fait le tour de, Ouais. de cette deuxième épisode dans la caverne d'Ali Baba. Alors, vous comprenez, on fait ça one shot, hein, donc c'est tout un sport. On se revoit dans quelques minutes Dans à quelques peine, hein, minutes, pour, oui. pour On fait la faire- finale. pour faire l'épisode 3 de cette visite dans la caverne d'Alibaba. Entre-temps, ben, n'hésitez pas à faire un petit partage sur Facebook si vous appréciez. Si vous écoutez ça dans vos oreilles, allez sur YouTube voir les visuels. Si vous écoutez ça sur YouTube, allez nous suivre sur le podcast. On va pas faire trop de promos, mais si vous voulez nous encourager, on a un Patreon. C'est la meilleure manière de nous encourager. Sur ce, Yes. ciao Pierre, Hey. Ciao. Ciao. À tantôt. À tantôt. ciao JF. Ciao, Sim.